Nouveau départ est un balado de conversation sur l'expérience d'immigrer au Québec. Et pour la saison 2, j'avais envie de l'aborder à travers le spectre de la littérature, parce que la lecture nous rapproche. Animé par moi, Kitty Antoine, à la recherche Pierre-Antoine, musique par Na Agnan, réalisé par Mathieu Tessier. C'est une production de Canal M avec l'organisme Union Urbaine. Et aujourd'hui, je suis très contente de jaser avec Rebecca Jean qui nous présente son premier livre pour enfants, Les émotions de Bébéka et Manana, Après la pluie, le beau temps. Allô Rebecca, comment vas-tu? Bonjour Kitty, ça va super bien, merci de me recevoir. Écoute Rebecca, pour cette deuxième saison de Nouveau départ, j'avais vraiment envie d'explorer cette thématique d'immigration, mais à travers des ouvrages littéraires. Toi-même, Rebecca, je crois que tu es issue de l'immigration. Ben, si on veut, oui, j'aime dire que je suis haïbécoise parce que je suis née au Québec, mais mes parents viennent d'Haïti. Donc, on s'entend que leur bagage est devenu aussi, d'une certaine manière, mon bagage à moi. Donc oui, on peut dire quand même que je viens d'ailleurs. Je suis d'ici et d'ailleurs. Haïbécois, j'adore cette expression. Et j'adore la chanson que tu as composée aussi pour pouvoir propager cette belle idée. Ben merci. Je trouve que l'art, c'est un outil extraordinaire justement pour véhiculer des valeurs, mais aussi notre identité, qui on est. Et haïbécoise, justement, ben, c'est la réalité de beaucoup de personnes qui vivent au Québec. Donc voilà, c'était nécessaire de faire une chanson là-dessus et de faire un livre aussi qui illustre des jeunes de la diversité. Je reprends ton mot identité. Rebecca, comment toi tu te présentes? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Wow! Ça, c'est une question. Est-ce que tu as du temps? On a une demi-heure. OK, je vais essayer de raccourcir. Il en reste moins, là. Je vais essayer de raccourcir un peu. À la base, on me connaît plus en tant qu'auteur, compositrice, interprète. Ça fait des années que je fais de la musique, que je fais de la musique pour les films, pour le théâtre, pour ma carrière personnelle aussi. Ça fait aussi quelques années que j'ai commencé à faire des ateliers avec des jeunes, avec des moins jeunes, vraiment pour partager cette passion, puis donner des outils aux gens qui imaginent qu'ils n'ont peut-être pas cette fibre créative en eux. Donc ça fait un peu partie de... Ça, c'est un peu mon quotidien au niveau professionnel. Sinon, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est méditation, qui est recherche, travail intérieur. Donc, en gros, ce serait ça. Puis, l'écriture, ben, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Mon grand frère me racontait des histoires. On a 7 ans de différence. Puis, il me racontait des histoires comme tous les soirs. Bon, jusqu'à mes 13 ans. Je lui en veux encore d'avoir arrêté. Mais maintenant, bon, on raconte des histoires à ses filles ensemble. Et c'est ce qui m'a vraiment donné cette envie d'écrire, au fait. Parce que j'écrivais des chansons depuis un très jeune âge, avant même de savoir lire et écrire. Je composais des chansons. Mais pour les histoires, c'est comme si j'en inventais, mais ça restait jamais. C'était jamais sur papier ou ça venait et ça partait. C'était comme éphémère. Puis c'était un moment super fort. Donc, c'est ça cette année. Pour la première fois, comme tu dis, j'ai été publiée pour un livre jeunesse et vraiment, je pense que c'était une trajectoire tout à fait naturelle par rapport à tout ce qui me nourrit depuis que je suis toute petite. Puis c'est le fun de voir que tu es bien accompagnée pour ce beau premier projet. Mariana Baldé co-signe avec toi le texte et Roselyne Casazian signe les illustrations qui sont magnifiques, très bien colorées. Et j'ai comme l'impression de te reconnaître et de reconnaître Mariana Baldé. Est-ce que je me trompe? Bon, j'avoue que Bébéka et Manana, c'est comme, faut pas chercher trop loin. L'histoire derrière le nom, c'est que dans mon téléphone, le nom de Mariana, qui est ma bonne amie avant tout, c'est Manana.
Et mon nom dans son téléphone, c'est BBK. C'est nos petits noms, c'est nos petites filles intérieures. Quelque chose de vraiment extraordinaire dans la dynamique de notre relation, c'est que lorsqu'on est ensemble, on retrouve justement ce côté d'enfant. Parce que dans nos vies de tous les jours, il y a tellement de moments où il faut être hyper sérieuse, il faut être leader, il faut être en charge de plein de choses. Puis, dans nos moments, elle et moi, en tête-à-tête, souvent, on déconne, on ne se prend pas au sérieux. Puis, c'est pour ça qu'on a appelé les fillettes de l'histoire BBK et Manana. Et Roselyne Kazazian, qui est l'illustratrice, s'est inspirée de nous pour créer les petites filles. Donc, ça met un côté encore plus attachant, je dirais. Quelle bonne idée! Elle nous a immortalisés. Je vais lire le texte sur la couverture arrière. D'accord. Ce matin, le soleil boude derrière les nuages. Comment l'aider à retrouver le sourire? BBK et Manana ont une idée. Avec un peu d'imagination et une chanson, c'est facile de retrouver sa bonne humeur. Qu'est-ce qui démarque ce livre de tous les autres livres pour enfants qu'on peut retrouver, qui sont tous magnifiques les uns que les autres? Mais qu'est-ce qui démarque votre création des autres, Rebecca Jean? Je dirais déjà à la base le fait que ce soit des petites filles issues de la diversité, le fait que le soleil devient un personnage et qu'il s'exprime, le fait de voir à quel point l'imagination, la créativité peut guérir, peut faire du bien. Et ce qui fait la différence, parce qu'il y a peut-être d'autres livres, il y a certainement d'autres livres qui parlent de ce genre de sujet-là, des émotions, puis de la guérison, de consoler un ami. Mais je dirais que l'angle qui est différent, c'est l'épice particulière de la dynamique de ces fillettes ensemble. Le voyage, justement, on voit un peu, sans vouloir donner de punch, on voit comme Manana, elle est un petit peu plus soupe au lait, BBK, puis là, les deux, comment ça évolue, elles chicanent un petit peu, mais donc, c'est vraiment l'amitié, au fait. C'est le lien entre ces deux fillettes-là qui rend vraiment le livre différent. Toi, quel était ton premier livre préféré? Est-ce qu'il ressemblait à Les émotions de BBK et Manana? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, en partant, moi, j'avais pas d'accès à des livres avec des enfants à la peau noire. Ça n'existait pas. Déjà à la base. Sinon, qu'est-ce que j'aimais comme livre? Je dirais que j'avais un livre de contes. Je me rappelle plus vraiment du nom, mais il y avait plusieurs contes dedans, des contes classiques, Hansel et Gretel, Les Trois Petits Cochons, des trucs comme ça. J'adorais ce livre-là parce que c'était tellement... déjà, les images étaient belles, puis c'était tellement... Ça me permettait de voyager dans mon imaginaire. Ça me disait que tout est possible. C'est possible un loup qui parle, puis c'est possible. Donc, ça m'a beaucoup inspirée dans mon enfance, oui. Rebecca, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Oh. Est-ce que tu embarques? Ben oui, j'aimerais qu'on lise ensemble un extrait du livre pour donner un aperçu du rythme et de justement cette complicité que tu et Mariana Baldé, toi et Mariana Baldé, avez tenté d'encapsuler dans ces pages. Avec plaisir. Ah, super. Alors, on va aller à un extrait sonore, puis tout de suite après, on va laisser parler le livre à travers nos voix et nos expressions pour charmer le public. Aïe, aïe, aïe. Mon ami, tu as l'air si triste, mais qu'est-ce qui te cause tant de chagrin? Si tu me racontes ta déprime, bientôt, tu retrouveras ton entrain. Mon ami, tu as l'air si triste. J'aimerais tant te consoler. Je ferai le fou juste pour te faire rire, pour t'enlever cette envie de pleurer. Comme les saisons qui se suivent, ta peine passera.
Comme les avions qui défilent, ta peine passera. Ah! On dirait une chanson. Mais c'est une chanson. À la base, ce qu'on vient de chanter, c'est « Mon ami, tu as l'air si triste. Dis-moi ce qui te fait mal au cœur. » Mais je vais pas donner le punch, il va falloir écouter la chanson avec le livre. Merci beaucoup, Rebecca Jean. Avec plaisir, Kitty Antoine. J'ai envie de te confier ma relation avec le livre. Pourquoi c'était une idée intéressante pour mon équipe et moi d'aborder cette deuxième saison de Nouveau Départ à travers le spectre de la littérature. Depuis que je suis toute petite, j'avais des relations complètement différentes avec mon papa et ma maman. Avec mon papa, c'était les jeux intellectuels, on jouait aux échecs, au Scrabble. Et avec ma maman, c'était les sorties. C'était les sorties dans les festivals, les événements culturels et surtout le salon du livre. Wow. Depuis que je sais lire, depuis que je peux tourner les pages d'un livre au sein de mes toutes petites mains, le livre a toujours été pour moi un objet sacré. J'ai toujours porté une admiration sans commune mesure pour les auteurs. Et je dois t'avouer que c'est un rêve enfoui en moi. C'est ce que j'allais te demander. D'un jour publier. Mais je te vois tellement publier un livre. Déjà, juste dans ta façon de t'exprimer, de raconter. Moi, je vois des images, là, je les ai vues, tes petites mains là, qui tiennent un grand livre. Mais toi, qu'est-ce que tu vas puiser en toi, justement, pour aller chercher cette, non seulement force, mais aussi concentration, créativité? Parce qu'écrire un livre, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je pourrais faire le parallèle avec les chansons. Tu sais, parfois, on a plein d'idées qui nous traversent, on a des idées de mélodie, mais ça veut pas dire pour autant que ça va sortir d'un coup comme ça. Donc, moi, je me mets vraiment dans un état d'esprit. J'aime beaucoup la méditation, comme je disais. Donc, je laisse aussi le temps faire son travail parce que écrire, pour moi, c'est-à-dire c'est qu'il y a une émotion qui t'habite, il y a quelque chose que tu as vécu, que tu as vu, qui t'a touché, dont tu as envie de parler. Et parfois, quand on veut y aller trop rapidement, c'est comme l'émotion n'est pas encore assez mûre, les idées sont Ce livre a pris combien de temps à écrire? Quand même, on a été bien accompagnés, je dirais. Combien de temps ça nous a pris? S'il fallait coller les bouts et tout, là, je pense comme une semaine ou deux, parce que c'était vraiment comme... C'était vraiment intensif, mais aussi parce que le livre est parti de la chanson d'abord. D'accord, donc, il y avait la chanson et ensuite le livre. On a créé la chanson. À la base, il y avait un appel à projet pour Passepartout. Puis, on avait appliqué, Mariana et moi, on avait genre comme 2 jours pour créer plusieurs chansons. Elle qui vient du milieu du conte, donc c'était une nouvelle expérience pour elle. Moi qui ai l'habitude de créer seule, ben c'était aussi une nouvelle expérience pour moi. Donc, elle est venue à la maison, on a enregistré, on a créé quelque chose. On a présenté, malheureusement, ça n'a pas été retenu, mais heureusement en même temps, parce que les thèmes dont on voulait parler, ce sont des thèmes qui sont nécessaires comme dans notre société. Comme c'est une perspective qui est importante et qui est trop souvent gardée sous silence. Et donc, il y avait la reconnaissance, par exemple, pour ce qu'on a, pour les parents. Il y a aussi, par rapport au métier, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, les possibilités, rêver grand. Il y avait aussi, par rapport à la diversité, d'avoir des gens autour de soi qui sont différents, puis d'apprendre à apprécier et d'apprécier justement cette différence-là qui sont complémentaires finalement. Et cette chanson répondait à quel thème? Mais cette chanson-là, c'était pour consoler un ami. C'était pour consoler un ami et je dirais que la chanson, c'est une chanson qui est écrite, c'est pour les enfants, mais c'est un thème que n'importe quel adulte peut écouter.
n'importe quel adulte. Moi, j'ai autant d'adultes que d'enfants qui me disent « Ah, j'écoute la chanson en boucle. » Moi, j'ai jamais aimé m'adresser aux enfants comme si c'était des bébés. Moi, je leur parle, on a des conversations extraordinaires. Puis, j'ai vraiment des amis enfants. J'ai des amis très âgés, puis j'ai des amis très jeunes. Oui, des petites personnes. Exactement. Exactement, tu l'as bien dit. Donc, c'était vraiment une façon de transposer ce que je fais déjà ailleurs, mais dans un cadre où les enfants vont pouvoir comprendre ce qui est dit. Puis, vraiment, ça a été vraiment une expérience enrichissante. Je ne sais plus du tout où on a commencé cette histoire-là. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu nous partages. Et ça fait écho à la façon que tu te présentes aussi. Tu le dis souvent en entrevue, que ton art cherche à réconcilier le féminin et le masculin, la jeunesse et la sagesse, la force et la douceur. Des œuvres au service de l'harmonie. Oh, et je pense que cette œuvre fait honneur à cette quête qui est la tienne. Wow, merci Katie, merci. Je me sens vraiment privilégiée d'être publiée, d'avoir des gens qui ont cru dans le projet. Dominique et compagnie, c'est notre maison d'édition. Je me sens vraiment chanceuse parce qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent à Montréal et c'est pas toujours facile d'être supporté dans son art, surtout quand on est de la diversité. Et ça doit tellement être rafraîchissant de se sentir vu. Absolument, absolument. Rebecca Jean, on va terminer avec quelques questions en rafale. Déjà? Oui! Alors, du fan club de quel artiste pourriez-vous faire partie? Wow, ça c'est vraiment dur. Artiste tout confondu ou bien oui. Au niveau... moi, j'ai un petit faible pour Youssoupha. Stromae aussi. Sinon, si on va dans le milieu québécois, il y a une artiste que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais en ce moment, je l'écoute beaucoup. Elle s'appelle Laetitia. Oui, elle a fait une chanson qui s'appelle « Il neige ». Je prends des notes. Il neige dans ma chambre. Pendant l'été, j'ai une amie malheureusement qui a traversé, donc qui nous a quittés, puis j'écoutais cette chanson-là en boucle, Il neige dans ma chambre de Laetitia. Sinon, oui, ce serait ça. Le livre que vous recommandez le plus souvent? Un livre que je recommande le plus souvent, je dirais que ce serait Le 5e accord Toltec. Ah oui, je suis d'accord. Le genre littéraire que vous préférez? Jeunesse. Je grandis, mais je lis plus de livres pour enfants qu'autre chose. T'es plus bibliothèque ou librairie? Librairie. Ton plus récent coup de cœur culturel? Wow! Attends, laisse-moi respirer. Mon plus récent coup de cœur culturel... C'est très difficile. Je ne sais pas en plus qui m'écoute, là. Mais je te dirais que mon plus récent coup de cœur culturel, c'est drôle, mais c'est quelqu'un qui est quand même dans mon entourage, puis c'est Gaïa. Parce que ce que j'admire de cette chanteuse, c'est que elle s'adapte à différents styles. Chaque fois qu'elle présente un spectacle, c'est tout le temps différent. Puis, donc, ouais, je peux dire que ça a été mon coup de cœur que j'ai le plus référé ces derniers temps. Ah, tiens, Gaïa m'inspire cette question. La chanson sur laquelle tu as le plus dansé? C'est une chanson africaine, je ne sais pas de quel pays, là. Comment ça s'appelle? Na 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 na. Achawo, quelque chose comme ça, qui est une super belle chanson, mais quand j'ai su ce que les paroles disaient, wow, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, ce serait cette chanson-là que j'écoute beaucoup ces temps-ci. J'écoute aussi beaucoup Bitova Oba ces temps-ci. Qui d'autre j'écoute? Bon, B.I.C, c'est un incontournable. En plus, il a fait la nouvelle version d'Aïbécoise et le vidéoclip Aïbécoise avec moi. Moi, j'écoute mes amis. Hein. Souvent, quand j'écoute de la musique, souvent, j'écoute mes amis. Oui, je suis un peu pareil. Est-ce que tu es tombée dans une nouvelle passion de l'écriture de livres? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une suite à Les émotions de Bébéka et Manana après la pluie, le beau temps? Ben, l'idée à la base, c'est ça. Ce serait vraiment de faire une série. Donc, à suivre. À suivre, tu seras la première à le savoir quand on aura la confirmation. Pour l'instant, on voit comment ça se passe et ça se passe bien avec le livre. D'ailleurs, on va être au Salon du Livre vendredi, dans exactement... vendredi le 21
de 10h à 11h du matin. Fait que c'est vraiment un livre qui vous ouvre la voie. C'est magnifique. Oui. J'ai, en préparant notre conversation, j'ai appris qu'il y avait une façon aussi de catégoriser les livres pédagogiques. Il y a des livres miroirs qui font qu'on se voit dans les personnages, qu'on se reconnaît dans les histoires et les intrigues. Et il y a des livres fenêtres qui nous permettent de vraiment ouvrir des nouvelles idées, des paradigmes, des façons de penser. Voilà. Tout à fait. Est-ce que c'est plus un livre, selon toi, miroir ou fenêtre? Je dirais que c'est les deux. C'est les deux parce que les fillettes sont comme n'importe quelle fillette de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle famille. Le livre n'est pas axé sur l'identité, mais on voit des fillettes issues de la diversité qui vivent leur vie. Donc, n'importe qui peut vraiment se l'approprier, puis s'imaginer à la place des fillettes. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est aussi le fait de permettre à d'autres enfants de d'autres, de d'autres backgrounds, de voir, ah, mais finalement, elles sont comme nous. Tu vois? Donc, oui. c'est vraiment les deux. Ça permet aux enfants de la diversité de se reconnaître, puis ça permet aux autres de voir que, nous aussi, on peut se reconnaître dans ces fillettes-là. Rebecca Jean, tu portes plusieurs chapeaux. D'ailleurs, tu t'es présentée toi-même au début de notre jazzette. Mm. Tu es chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Je m'en voudrais de ne pas faire un peu de place pour que tu me parles de tes autres rôles dans la culture. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi côté chanson? Je sais que tu es en nomination dans plusieurs événements de remise de prix. Félicitations pour Merci. Ça. Tu fais vraiment rayonner autant le Québec, le Canada que toute la diaspora et la culture d'Haïti. C'est vraiment beau à voir. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Mais là, imagine-toi que je suis en pause et ça fait tellement du bien. Pardon, est-ce que j'ai bien compris ça? Je sais, ça n'existe pas normalement dans mon jargon. Le mot pause, c'est comme... Tu fais comment? C'est quoi? P-A-U-S-E, oui, je suis en pause, mais en tout cas, une pause. Bravo! J'ai besoin d'une pause parce que, tu sais, les dernières années, on a beaucoup roulé sur mon dernier album Antidote. Ensuite, il y a eu le projet de livre. Il y a aussi tous les ateliers que j'ai faits avec des jeunes, avec des aînés. C'est sans cesse, il y a eu de la musique pour le théâtre. Il y a eu... C'est non-stop. Et là, je sens que, OK, il y a une partie de moi qui a beaucoup partagé mes analyses de comment j'ai créé, pour transmettre aux autres ma façon, ma méthode de travail, ce qui se passe dans ma tête. Mais il y a un moment, il faut aussi se ressourcer, puis il y a un moment, il faut aussi apprendre. Moi, j'ai pas fini d'apprendre, là. Je commence. Donc, j'ai besoin de cette pause-là pour... au fait, c'est une pause pour passer un peu plus de temps avec moi-même, voir tout ce que j'ai vécu dans les 2 dernières années, que j'ai pas encore mis sur papier, que j'ai pas encore mis en musique, comment ça a envie de se présenter? Qu'est-ce qui va ressortir? Sous quel angle je vais amener les sujets? Puis il y avait toute la question de, OK, est-ce que, tu sais, parce qu'il y a les histoires de mode, la mode c'est ça, puis c'est ça. Puis à travers tout mon voyage et tous mes questionnements, je peux te dire que je pense que l'important, c'est l'authenticité, rester fidèle à soi-même. Je pense que je pourrais jamais être une artiste et sans vouloir comme rabaisser qui que ce soit, mais de la musique un peu fast-food où on l'écoute, c'est le fun sur le coup, mais on retient rien. Je pense pas que je suis sur Terre pour ça. Donc maintenant, j'ai un travail à faire d'intégrer, de voir, OK, où est-ce que je suis rendue, qu'est-ce que j'ai envie de dire. J'ai commencé. J'en ai 3. J'en ai déjà 3, mais tu sais, je vais prendre le temps d'approfondir. J'aime ce que j'entends, Rebecca, j'aime ce que j'entends. Alors, est-ce que tu pourrais me partager 1, 2 ou 3 trucs que tu appliques justement pour faire face à cette pause, pour faire face à ce moment de ressourcement? Déjà, en partant, je me remets au yoga. Je trouve que quand on a beaucoup de choses à gérer, c'est important d'avoir l'esprit clair
Puis, ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut passer par le corps. Il y a des gens qui vont aller au gym, puis ils vont avoir l'esprit clair après. Ils vont être dans une bonne énergie pour aller plus loin. Donc, bien manger, faire du yoga. Donc, ça, je commence demain. Non, j'ai commencé. J'ai commencé. Donc, ça, c'est la première chose. Aussi, de m'organiser pour vraiment être sûr que mon temps est bien réparti. Parce qu'on pourrait se dire, mais là, comme je vais avoir moins de show pendant 2 mois, donc là, je vais avoir plein de temps pour chiller avec mes amis. Non, je vais avoir du temps pour mes amis, mais il va falloir décider, OK, ça va être de temps à temps, puis il y a des amis que je vais voir en groupe, puis il y a des amis... Tu vois ce que je veux dire? Pour pas finalement remplir le temps de tout sauf ce que je veux vraiment faire. Puis aussi, dire non à ce qui correspond pas à l'avancement de mon art ou de mon objectif. Parfois, on m'offre des choses. Veux-tu chanter là? Veux-tu créer? Mais moi, je fais rien je fais rien à moitié, tu vois. Je fais rien à moitié. Donc, si je dis oui, je vais m'impliquer, ben, c'est probablement, ça va prendre comme des mois de travail. Donc, c'est ça. C'est vraiment de faire la part des choses, puis de choisir ce qui va vraiment me permettre d'avancer et de respirer. Moi, j'entends que tout est aligné ou tu t'alignes pour pouvoir vraiment donner beaucoup d'attention à ton nouveau bébé. Tout à fait. Tout à fait. Ton nouveau bébé qui est sorti cette année, en 2025, que tu partages la parentalité avec Mariana Baldé et Roselyne Casazian qui signe les dessins, les illustrations. Le nouveau bébé, c'est un beau livre qui s'appelle « Les émotions de Bébéka et Manana ». Après la pluie, le beau temps, qui est publié sous Dominique et compagnie. C'est la maison d'édition. Oui. C'est déjà en librairie, bientôt à la bibliothèque. Allez vous le procurer, ça va vous faire du bien. Faites cadeau à un ami, à un enfant dans votre entourage. Vraiment, félicitations, Rebecca Jean. Merci beaucoup, Katie. Puis félicitations à toi aussi, parce que tu es vraiment une inspiration. Dans tout ce que tu fais avec classe, tu prends le temps. Tu prends vraiment le temps de bien faire les choses. Puis ça, je ne m'attendais pas à ce petit cadeau-là, mais merci. C'est juste la vérité. Alors, vraiment, c'était une superbe occasion de rencontrer l'artiste Rebecca Jean, qui nous présentait son premier ouvrage qui a paru en 2025, « Les émotions de Bébéka et Manana ». Merci, Rebecca Jean. Merci, à très Kitty. bientôt. À bientôt. Salut Fabrice, comment Allô? ça va? Merci de me recevoir, ça va très bien, merci. Écoute Fabrice, âgé de seulement 37 ans, tu es déjà entrepreneur, conférencier, chroniqueur et maintenant auteur d'un premier livre que je tiens là entre mes mains. Tu as publié en mars 2025 un récit biographique dans lequel tu t'ouvres avec vulnérabilité et authenticité sur ton parcours et ton vécu des dernières années. Comment vas-tu? Ça va bien. Je suis content. Tu m'as rajeuni de 3 ans. Sérieux? Ouais. Donc, peut-être que la référence que tu as vue était à 37, mais depuis ce temps-là, j'ai pris un peu d'âge. Donc, tout ce que tu as dit était exact. Et j'ai pris de l'âge à 40 ans. Puis à l'époque, j'avais pas de bébé. Maintenant, j'en ai un qui a maintenant 1 an et quelques jours. Donc, quand tu me poses la question comment ça va, ça va comme la vie de papa d'un bébé d'1 an. C'est-à-dire que c'est très... très joyeux et très difficile. Je m'en souviens. Moi, je suis maman maintenant de 2 jeunes adultes. Fait que je suis passée à travers tout ce que tu es en train de passer, de traverser et je
je te confirme que c'est les plus belles années de ta vie. Ah, ben merci. Ça fait du bien de l'entendre de quelqu'un d'autre. Mais je suis capable de dire ça avec beaucoup de recul. Exactement. Exact. Fait qu'on parle de ton premier bébé. Oui. Bon garçon, compliment égaré. Timoun ici en vagabondage chez les élites. Écoute, tu as passé beaucoup d'entrevues pour en parler en long et en large, mais moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi tu as choisi de parler justement de toi, de t'ouvrir. Pourquoi en ce moment-ci de ta vie, c'est important d'être complètement transparent, même sur ton diagnostic de bipolarité. C'est comme une opération à cœur ouvert. Mm-hmm. Pourquoi tu avais envie de passer à travers cette expérience? C'est une bonne question. J'ai l'impression que le geste d'avoir écrit est venu avant l'articulation de l'intention comme explicite, consciente. C'est pas comme si je me suis dit, voici ce que je m'en vais faire, puis je vais le faire avec une intention qui est claire. J'avais le goût d'écrire, puis l'écriture m'a guidé dans ce qui est le produit qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qui était un geste, disons, calculé, plus qu'un élan. Et si je mets des mots sur cet élan-là, j'ai comme le goût de dire que quelque chose voulait s'exprimer, puis ce quelque chose-là, ben, c'était des expériences que j'avais voulu les révéler, mais pas tant dans une perspective du biographe qui parle de lui personnellement, mais plus de l'individu qui vit des expériences qu'il considère pertinentes dans la sphère sociale. Donc, autant les enjeux de santé mentale que les enjeux liés à l'immigration, que les enjeux liés à la sphère professionnelle, sont tous des enjeux que je pense qui interpellent tout le monde. Puis le meilleur matériel que j'avais pour en parler, ben, c'est qu'est-ce que j'avais vécu. Donc, peut-être qu'un jour, je vais écrire des textes qui vont parler soit de la fiction, à partir d'un point de vue de fiction ou d'autres individus, mais ce qui sortait le plus spontané, c'était vraiment moi et mon expérience. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Donc, si j'avais voyagé au Japon, j'aurais parlé de mon voyage au Japon, mais j'ai pas voyagé au Japon, tu vois ce que je veux dire? Donc, mes expériences ont guidé l'écriture, en fait. Est-ce que tu pourrais dire que c'est ce qu'il y avait de plus obsessionnel à ce moment-là? C'était vraiment là de pouvoir mettre des mots sur ce que tu as vécu, sur ce que tu ressens, te sentir un peu compris finalement. Un peu. Je pense qu'au point de départ, il y a vraiment quelque chose de léger, spontané qu'il y avait dans mon écriture. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers textes, c'est que j'étais au secondaire, j'étais en secondaire 2, je mange des chips dans la classe de français, ma prof, elle me surprend. Je sais pas pourquoi c'est ce texte-là qui m'est venu à l'esprit. Un autre texte qui m'est venu à l'esprit très, très tôt dans mon écriture, c'est quand j'allais à l'église avec ma mère, puis ma mère me pinçait parce que je riais. Tu sais, c'est comme si ces histoires-là qui étaient très légères voulaient sortir, et j'étais pas capable d'articuler l'intention, mais plus j'écrivais, plus j'étais capable de me dire « Ah, voici où je m'en vais ». Donc, c'était pas tant une pulsion de devoir écrire sur un thème en particulier que, à la base, de me faire plaisir. Mais oui, c'est vrai que plus l'écriture se dévoilait, plus j'étais comme « Non, il y a des thématiques à explorer ». La conformité, l'éducation, la discipline parentale, les cadres trop stricts à l'école, la vie professionnelle qui des fois pardonne pas. Et là, j'ai peaufiné le livre en étant conscient que ce qui était peut-être juste du pur plaisir au départ voulait dire quelque chose qui était plus dirigé, en fait. Donc, c'était peut-être pas obsessionnel que encore une fois, quelque chose qui se révélait. Puis quand j'ai su que ça se révélait, je me dis, OK, ben, prenons cheval comme qui galope, puis dirigeons-le dans une direction qui est peut-être plus claire, en fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire des extraits du livre, d'autant plus que je me suis retrouvée dans beaucoup de tes témoignages. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai une famille qui m'a beaucoup poussée à des études supérieures. J'ai étudié en architecture. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. J'ai fréquenté des écoles privées. Tu sais, j'avais vraiment beaucoup
cette pression d'exceller, mais d'exceller pour les critères de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai l'impression de lire. C'est comme un livre miroir pour moi, ton livre. Je voulais revenir un petit peu à la page couverture parce que tu as choisi de te présenter avec un hoodie, sac à dos, jeans, Tim's. Je suis sûre que c'est pas par hasard. Pourquoi tu as fait ce choix pour ta couverture, ce choix esthétique? Non, effectivement, c'est pas par hasard. À la base, quelque chose de peut-être, encore une fois, spontané. Je voulais quelque chose de coloré. Donc, je m'imaginais un livre dont la couverture était colorée, peut-être parce que quand je regarde beaucoup de livres écrits par des gens issus des communautés noires, ça arrive très souvent, pas tout le temps, mais très souvent que les livres sont colorés. Donc, ça, c'est une des choses que je voyais dans la couverture. L'autre chose, c'est que j'avais envie de jouer avec les codes et de mélanger les codes. Parce qu'un livre autobiographique qui traite quand même des sujets, somme toute, sérieux, même si le style est quand même joueur, un peu humoristique par moment. On s'attendrait avec un livre comme ça à la photo de la personne qui porte une chemise puis qui est posée devant l'écran. Quelqu'un m'avait déjà dit que c'était... souvent, des fois, les gens écrivent des livres, des récits autobiographiques, c'est des cartes d'affaires pour un prochain projet, puis ils se vendent un peu. Je voulais pas aller dans cette direction-là. Je voulais aller dans la direction de renverser un peu les codes qui stigmatisent les personnes des communautés noires, dans ce cas-ci particulièrement les hommes des communautés noires. Donc, le hoodie me fait penser à Trayvon Martin qui est mort aux États-Unis, qui a été tué, pas juste mort, qui a été tué aux États-Unis alors qu'il portait un hoodie et il marchait avec des Skittles dans les mains, des bonbons. Le sac à dos... Le sac à dos qui réfère à quand j'étais plus jeune, puis ça m'était arrivé aussi de me faire surveiller dans les magasins, même à mes parents de dire non, fais attention avec ton sac. Donc les Tims qui, bien entendu, c'est emblématique le style avec lequel j'ai grandi, donc la culture urbaine avec laquelle j'ai grandi. J'hésitais dans des Tims ou des Air Force Ones ou des Jordan. Puis les cheveux qui sont les cheveux que j'ai jamais eu le droit de porter parce que mes parents ne voulaient pas que je les aie, les twists. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est uniquement mes parents, c'est que cette chevelure-là était, quand je grandissais et encore aujourd'hui dans une certaine mesure, stigmatisée. Donc c'est comme si la couverture a fait un double jeu parce qu'on peut pas prendre l'individu qui se présente comme ça vraiment au sérieux, mais le livre, quand on le lit, on fait « Oh my God, OK, il y a peut-être, pour certaines personnes, à tout le moins une dissonance, en fait. » Donc, c'est un peu tout ça qui se retrouve dans la couverture, puis il y a du mouvement parce que je suis pas statique, on me voit un peu courir ou jogger. Donc, il y a quelqu'un qui regarde ça, peut regarder ça en disant, c'est un peu ridicule, mais en même temps, non, chaque élément de la couverture est choisi pour vraiment dire, dans une librairie, la personne qui est le lecteur ne peut pas s'attendre au contenu avec une couverture comme celle-là. La couverture est un message en soi. 100%. C'est le fun que tu dises que l'approche a l'air un peu ludique, mais le contenu est très profond et sérieux. Tu parles de disproportion de jeunes noirs hospitalisés en santé mentale. Pourquoi ce sujet particulier te touche? C'est sûr que la crise de santé mentale que j'ai eue à la fin de 2022, début 2023, a éveillé pour moi une prise de conscience par rapport aux enjeux de santé mentale auxquels je réfléchissais quand même avant aussi, mais là, c'était devenu personnel, plus proche de moi, donc c'est quelque chose qui m'interpelle encore aujourd'hui. Donc, le diagnostic que tu as évoqué un peu plus tôt, je le porte encore tous les matins, tous les soirs, en fait, je prends ma médication. Heureusement, je cogne sur du bois, j'ai pas eu d'autres crises, ça se peut que j'en ai pas d'autres pour le restant de mes jours. Mais j'ai quand même été obligé de réfléchir au fait que la question de la santé mentale, c'est pas uniquement une question purement biologique ou médicale, c'est vraiment comment
aussi l'univers social dans lequel on est affecte tout le monde, mais affecte particulièrement les personnes issues des communautés noires, et comment les tabous liés à ça font en sorte que il y a des maladies qui sont pas traitées ou mal traitées, ce qui engendre des conséquences assez importantes. Donc, un peu dans la foulée de tous les enjeux sociaux qui m'interpellent, celui-là, en fait, en fait partie parce que je peux en témoigner sur une base personnelle. Puis malheureusement, les tabous liés à ça créent des dommages importants. Fabrice, je vais te demander de te prêter à un petit jeu avec moi. Oui. On va choisir au hasard une page de ton livre. OK. Et on va en faire la lecture. Parfait. T'es down? Oui. Yes. Alors, ce sera une lecture d'un extrait de Bon garçon, compliment égaré par Fabrice Ville. Alors, on est à la page 84 et je commence, en fait, puis je pourrais contextualiser ensuite au deuxième paragraphe, donc le premier paragraphe complet. Il pleuvait au premier jour d'école. Mes camarades de 4e année m'ont semblé être gigantesques et l'école encore plus. C'était une nouvelle école. Au milieu des uniformes bleus et rouges où fourmillaient des copains excités par leurs retrouvailles, je pensais à mon ancienne école qui se trouvait à quelques kilomètres à peine, mais que j'avais perdue à jamais. Ça me prenait absolument quelque chose, quelqu'un pour me sentir à l'académie comme chez moi, un tout petit peu au moins. Puisque j'ai connu mes premiers instants dans la classe de Madame Rosa, ma nouvelle enseignante, une femme à la peau ridée et aux cheveux courts clairsemés, puis j'ai connu mes premiers instants. Lorsqu'elle a ouvert la bouche, je me suis cru dans un cauchemar. Elle parlait comme maman dans La Petite Vie. Quand elle prononçait son nom, qui sonnait dans sa bouche comme Rosa plutôt que Rosa, un peu comme au Saguenay, où les « la » ressemblent plutôt à des « la », ça me faisait paniquer. Je parle mieux français que ma maîtresse d'école, a été l'une de mes pensées. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien m'apprendre? Je craignais de compromettre mon éducation par sa faute. À la maison, j'ai tenté d'alerter mamie. Elle a ri sans m'offrir aucune réponse. Je vais lire l'autre page. Là, on est rendu du côté droit. On est au dernier paragraphe. Donc, il reste un paragraphe. Pourtant, mes parents étaient ma référence. Ils parlaient admirablement bien la langue officielle du Québec, c'est-à-dire un mélange de latin, de germanique et de francique. Issu d'un système de scolarisation colonisateur qui interdisait aux élèves de s'exprimer en créole à l'école. Ils ont appris très tôt le français, alors qu'environ 5% des Haïtiens seulement parlent cette langue. Si mamie parlait en créole sur les territoires de l'école, elle courait le risque de se voir remettre un jeton par une camarade. Les jetons se distribuaient comme on donne la tag. À son tour, elle pouvait rendre l'appareil à une autre fautive. Le jeu se poursuivait ainsi jusqu'à la fin de la journée, où les détentrices de jetons étaient punies. C'est le fun comme jeu. Vraiment. Merci de t'être prêté au jeu, Fabrice. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on commente ce qu'on a lu ou on passe à autre chose? J'aimerais ça qu'on le commente. OK, Moi, déjà, oui, vas-y. Je me retrouve là-dedans. Ton livre est vraiment un livre miroir pour moi. Moi, j'étais en 2e année du primaire et j'ai un prénom pas ordinaire. Mm-hmm. C'est pas compliqué. C'est des syllabes qui se suivent. Des voyelles, des consonnes. Ouais. Sauf que c'est pas des voyelles qu'on utilise tous les jours. Exact. Et moi, un professeur qui est pas capable de prononcer mon prénom sans trébucher, ben je suis comme, ben voyons. Exact.
on a un problème. Ben oui. Roger, we have a problem. C'est bon. Mais oui, puis tu vois, ce qu'on a lu ensemble donne un peu la texture du livre, c'est-à-dire que il y a une certaine légèreté. Si on est vraiment dans le récit, c'est pas de la théorie. Donc, j'ai pas sorti des grandes citations, mais par une histoire, on est capable de parler parce que ce chapitre-là, sur le lieu complet, parle de code switching, parle aussi de cette question-là de comment est-ce que je peux appartenir dans une classe où je me reconnais pas dans la manière dont le prof parle, donc on peut massacrer mon nom, comme tu le dis, ou avoir un accent que je comprends pas. Je parle à mes parents, mais je fais le lien avec la colonisation, puis comment le français a été imposé, puis le créole a été mis de côté. Donc, l'histoire se lit vraiment comme un film qu'on regarde, mais il y a des textures ou des couches socio-historiques, politiques importantes, en fait. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce que tu vis là en tant que nouveau papa? Qu'est-ce que la maternité t'apprend en ce moment? Ouais. Bah, c'est drôle que tu dis maternité parce que... j'ai dit maternité! Oui. Oh mon Dieu, quel lapsus! C'est bien correct, mais écoute, je la vis à travers ma copine qui est la maman de mon fils. Je voulais dire paternité. Aucun Qu'est-ce problème. Que la paternité t'apprend en ce moment, Fabrice? Mais la maternité m'apprend beaucoup quand même. Quand je vois ma copine auprès de mon fils, le niveau d'engagement qu'elle a est hors norme, même quand l'énergie n'est pas au rendez-vous. Elle trouve l'énergie d'une manière que même moi je dois dire je serais pas capable de l'énergie que je serais pas capable de matcher. C'est la première chose qui me vient à l'esprit et moi de mon côté tu vois ce que je constate avec deux choses. La première chose c'est on peut pas vraiment s'accrocher sur ce qu'on sait de son fils ou de son enfant pour réagir le lendemain. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris... Aujourd'hui, mon fils était d'une manière, là, je peux jeter ça aux poubelles pour demain. Faut pas s'attacher. Faut pas s'attacher. Parce que le fils d'aujourd'hui, il va être différent demain, puis il va être différent après-demain. En constante évolution. Exact. Donc, c'est comme de jouer entre ce que je sais, mais pas... Le mot attachement est bon, de pas penser que je prends pour acquis ce que je sais, parce qu'il va y avoir du nouveau, mais c'est très déstabilisant, parce que l'évolution n'est pas linéaire. Et comme il y a des hauts, il y a des bas, il y a des reculs, il y a des avancées. C'est vraiment, vraiment, vraiment étrange comme en fait expérience. Puis c'est très vivant, en fait. Puis moi, je change à travers ça. C'est pas juste lui qui change. Moi aussi, je change, des fois sans m'en rendre compte. Puis des fois, on oublie, une fois qu'on est parent, on est tellement au service et à l'attention de nos enfants, on oublie que nous aussi, on continue à évoluer et à se transformer. Ben oui. On n'est plus les mêmes personnes qu'on était la veille, comme ton fils. Exactement, exact. Puis ça, des fois, j'ai tendance à regarder uniquement mon fils, mais d'oublier que j'évolue, ma copine évolue, le contexte évolue. Donc, c'est important, ce rappel-là. Puis l'autre chose, c'est sûr que... Écoute, il y aurait tellement de choses à dire, mais l'autre chose que je pense, c'est... je porte... Ma copine, elle vient de Québec. Elle est blanche, grandie à Québec. Donc, mon enfant est métissé. Puis je suis curieux de découvrir à quoi ça va ressembler pour lui, le fait de vivre sa vie avec cette dynamique. Que moi, j'ai pas connu. Donc, je peux pas lui imposer ce que moi, j'ai vécu non plus. Ce serait de faire quelque chose qu'un parent devrait pas faire. Mais ça m'interpelle aussi parce que, je veux pas, même si on est différents, il y a des similitudes. Tu sais, je l'ai vécu déjà à la garderie, une mère de notre parent qui est très gentille, mais qui va faire des commentaires sur ses cheveux, puis les miens, alors qu'une personne est beaucoup plus que ses cheveux, par exemple. Donc ça, c'est des choses que je vis déjà en étant parent. Donc c'est des apprentissages, des réflexions, puis écoute, j'en ai pour bien des années encore. Après, si c'est après 1 an, il va en avoir beaucoup de dizaines d'années encore à vivre ces découvertes-là, en fait. C'est le fun, justement, que tu me confies cette... pas dichotomie, mais particularité de ta vie familiale. Parce qu'en plus, au début de ton livre, tu écris un peu cette dynamique que tu vis. Mes propos ne devraient pas être interprétés comme une attaque envers le peuple québécois. Ouais. On dirait que c'est très important pour toi. Je tire pas dans mon propre but.
Pourquoi tu ressens le besoin de préciser ça continuellement? Est-ce que c'est une crainte d'être mal compris, mal interprété ou que tu exclus des gens? Ouais, c'est une bonne question. Le livre, à plusieurs niveaux, contient des références ou des affirmations qui proviennent d'expériences douloureuses, mais que j'essaie de tourner pour en fait les présenter de manière un peu subversive, puis pour pointer aux problèmes dont je parle. Et dans l'introduction, il y a comme quelques mentions que je fais, dont celle-là qui, je pense, une des premières mentions, un peu comme un avertissement. J'aurais pu ne pas le mettre, mais je trouvais pertinent de le mettre parce que le nombre de fois où j'ai déjà fait des affirmations comme chroniqueur, puis on me reprochait d'être, entre guillemets, un ennemi des Québécois, puis ce genre d'éléments-là m'a fait beaucoup réfléchir, puis je me suis dit, ce livre-là, il parle à tout le monde, il parle aux gens de nos communautés, mais il parle à tout le monde, donc je vais le mettre, mais je vais le mettre aussi en mettant l'effet miroir de dire la phrase « je ne tire pas dans mon propre but », c'est-à-dire, regardez, là, comme quand on dit que je suis un né Québécois, déjà, ça m'exclut comme Québécois alors que je suis né ici. Puis la deuxième des choses, justement, en fait, c'est que la critique, elle se fait aussi par amour, donc c'est pas en fait de tirer, le but, c'est pas de tirer dans son propre but, c'est pas quelque chose que je fais. Donc c'est pas tant pour me défendre que, à la fois, oui, me défendre, mais aussi de donner la réplique à cette affirmation-là que j'ai vue tout le temps, puis que je suis pas le seul non plus à avoir vu. Combien de personnes se font dire ce genre de choses-là quand ils osent critiquer leur société, et généralement, en fait, ce reproche-là, il se fait contre les personnes issues de l'immigration principalement. Donc c'est un clin d'œil, en fait, à cette dynamique-là que je voulais pointer. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer. Fabrice, quand je pense à toi, puis on va pas se le cacher, on se connaît aussi dans la vie de tous les jours. Quand je pense à toi, je pense à empathie. Tu es quelqu'un qui démontre une empathie vraiment débordante, particulière, lumineuse. Vraiment, quand je pense à toi, je pense au fait aussi que tu as tourné le dos à une carrière en droit pour investir dans le communautaire. Tu es quelqu'un d'engagé. D'où te vient cette empathie si exceptionnelle, selon toi? Merci, j'apprécie. De côté de l'engagement, dans son sens large, j'ai l'impression que ça me vient de mon univers immédiat, ma famille, mes parents, mes grands-parents, que j'ai toujours vu s'impliquer, mais pas s'impliquer dans un esprit de héros, d'avoir un impact, puis de dire « Ah, je vais changer le monde nécessairement », mais comme si c'est la vie. Si on vit, on s'implique. C'est vraiment une équation simple. Donc ça, je pense que c'est d'eux que ça vient. Et par extension, plus je m'implique, plus je découvre que c'est quelque chose qui appartient à nos communautés dans son sens large. Je pense que les souffrances qu'on peut vivre invitent aussi à cette éthique de la communauté. L'autre chose que je nommerais, je pense que je ne pourrais pas attribuer à un événement ou une chose la question de l'empathie, mais je vais donner un élément, c'est que j'ai commencé à coacher du basket à l'âge de 16 ans. Et pour être un coach, et comme tu le sais, après avoir coaché, j'ai fondé une organisation qui accompagne les jeunes à travers le sport, le coaching. Ça a été longtemps mon univers. Donc, le leadership de l'individu, ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais que je l'incarne comme moniteur de camp, comme coach, d'être auprès des jeunes. Puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que pour être un bon coach ou un bon moniteur, je peux pas blâmer la personne qui est avec moi. Peu importe qu'est-ce qu'un jeune fait, le réflexe devient qu'est-ce qui se passe en ce moment qui fait en sorte que le jeune agit comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que la situation soit elle change ou qu'elle aille moins pire ou moins mal, je dirais. Donc c'est comme si ça m'a éloigné longtemps d'une posture de blâme. Tu sais,
J'en ai fait des saisons où j'ai eu des équipes où j'ai eu des joueurs que je les haïssais au début. mais à un moment donné, c'est comme, hey, comment est-ce que je peux sortir de cette posture? Puis à chaque fois, j'ai un apprentissage que je fais, il y a autre chose que blâmer les autres. Ben, en tout cas, moi, je suis trop contente de te parler. Je sens qu'on aurait pu parler encore très longtemps. Cette empathie, on l'entend aussi derrière le micro quand tu parles à la radio, les émissions que tu couvres et tout. Comment tu veux poursuivre justement cette carrière médiatique en soyant encore plus présent et plus empathique envers le public? C'est une bonne question. Je ne sais pas quels projets sont devant moi. Je pense à d'autres projets de documentaires, entre autres sur la santé mentale. J'y pense beaucoup. Mais c'est sûr que je veux continuer à écrire. Ça, il va y avoir d'autres livres qui s'en viennent, c'est sûr et certain. Ça veut dire qu'il va y avoir une suite à Bon garçon, compliment égaré, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Et sinon, tu vas nous faire entrer dans d'autres univers, j'en suis convaincue. Donc, Bon garçon, compliment égaré, Timonicite en vagabondage, c'est les élites. Fabriceville, publié chez Saint-Jean. Oui. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à toi. Merci.